Bonsoir. Jamais il n'y a eu de cambriolage plus important. C'est le casse du siècle. Qui a osé s'attaquer à la salle des coffres du Diamond Center? C'était en 2003 à Anvers, dans un quartier pourtant réputé inviolable de la capitale mondiale du diamant. L'histoire de ce soir tient à la fois des gentlemen cambrioleurs et de missions impossibles. Car il a fallu déjouer les alarmes, les détecteurs de lumière et de chaleur, les caméras, la surveillance des gardiens et la vigilance des policiers en permanence au pied de l'immeuble. 2 années d'une minutieuse préparation pour dérober en moins de 5 heures l'équivalent de 100 millions d'euros, un butin dont jamais on ne retrouvera la trace. Pour réaliser le document de ce soir, les journalistes n'ont pas été autorisés à filmer l'immeuble et encore moins les couloirs qui mènent au coffre, mais la reconstitution en images de synthèse que vous allez voir est l'exacte réplique des lieux traversés par les cambrioleurs. Vous verrez aussi comment l'enquête a plusieurs fois rebondi pour identifier les auteurs de ce casse. Voici les dessous du casse du siècle. C'est un document de Magali Frère, Guillaume Borelli et Emmanuel Lejeune. Anvers, capitale mondiale du diamant. En ce lendemain de week-end, la ville se réveille à peine. Dans le quartier des Diamantaires, les bâtiments n'ont pas encore ouvert leurs portes. C'est le cas du Diamond Center, un immeuble banal, en apparence seulement. Le Diamond Center, c'est un immeuble de 10 étages. La façade n'est pas vraiment impressionnante. Mais en fait, c'est le plus grand complexe de tout le quartier des Diamantaires. Ce sont des courtiers, des grossistes, des négociants en diamants qui louent des bureaux dans ce Diamond Center pour faire leur négoce. Il est 7 heures en ce lundi matin quand le gardien du Diamond Center prend son service. À cette heure-là, l'immeuble est encore vide. Comme tous les jours, l'homme va parcourir les étages un à un. Tout semble parfaitement calme. Rien à signaler. Tout est normal et il ne voit rien d'anormal non plus sur les écrans de contrôle. Puis le gardien du Diamond Center se dirige vers le 2e sous-sol. C'est là que se tient la salle des coffres de l'immeuble. Beaucoup de monde avait un coffre-fort dans cette salle de coffre-fort avec les stocks dedans, avec la fortune de ce diamantaire dedans. Cette salle pour nous était une salle sécurisée, tout à fait, avec une porte, avec alarme, une salle de coffre-fort comme dans une banque, comme il se doit. Il y avait vraiment une impression de sécurité à 100%. Jamais les locataires n'auraient pu imaginer ce que le gardien du Diamond Center allait pourtant découvrir en ce lundi matin. Le gardien a découvert un chaos complet. Une espèce de capharnaüm, d'écrins, de boîtes, de papiers, de documents. Ils ont tout jeté par terre. Le concierge m'a dit c'était comme si un cyclone était passé ici, avait tout jeté par terre. Immédiatement, le gardien appelle la police. Et ce sont les inspecteurs De Brucker et Pace qui vont être chargés de l'enquête. Au moment où on a vu le chaos dans la salle des coffres, on a tout de suite compris que c'était grave. 109 des 189 coffres ont été entièrement vidés. Les malfaiteurs ont trouvé sur place une telle quantité d'argent et de pierres précieuses qu'ils n'ont pas pu tout emporter. Du coup, lorsque les inspecteurs pénètrent dans la salle des coffres, il reste au sol une petite fortune. Il y avait de l'argent par terre, il y avait des diamants par terre, des bijoux, des montres. Ils avaient tellement trouvé
que je crois que ça dépassait leurs espérances et ils devenaient négligents. Un enquêteur m'a dit qu'avec tous les objets de valeur qui étaient restés là par terre, 3 personnes auraient pu ne plus rien faire pendant le reste de leur vie. Lorsqu'ils découvrent à leur tour le capharnaüm qui règne sur place, tous ceux qui possèdent un coffre dans le Diamond Center sont sous le choc. Nous-mêmes, nous avions 3 coffres en bas. Dans les 2 premiers, il y avait tout le stock du bureau, mais il ne nous est rien resté. Mais si je vous dis rien, c'est rien. C'était une situation dramatique pour plusieurs personnes. Ma première réaction, lorsque je suis descendu, je me suis mis à rire. Ce n'est pas un coffre qui a été ouvert ici. C'est une telle multitude de coffres qui a été ouvert durant un week-end. C'est ce qui a provoqué mon rire. C'était un rire nerveux, bien évidemment, puisque nous étions victimes nous-mêmes donc du casse. Énorme casse ce week-end dans le quartier des Diamantaires à Anvers. Des dizaines de coffres ont été vidés de leurs diamants. Des coffres vides, des diamants qui se sont... La police belge, qui ne dispose pour l'instant d'aucune piste sérieuse, s'efforce encore de déterminer le... En quelques heures, la nouvelle de l'incroyable cambriolage qui vient de se produire se répand. Il faut dire qu'on parle très vite de quelques 100 millions d'euros dérobés. Tout de suite, on a su que ça allait être énorme. Il y a des personnes qui parlent de 100 millions d'euros. Il y a d'autres qui parlent de 400 millions d'euros. À Anvers et en Belgique, on parle tout de suite de casse du siècle. Un casse d'autant plus incroyable qu'il a lieu dans ce quartier réputé inviolable, véritable plaque tournante mondiale du diamant qui chaque jour brasse des millions de dollars. Ici, tout le monde connaît ces 3 petites rues ultra sécurisées qu'on appelle le kilomètre carré du diamant. C'est un peu le Fort Knox d'Anvers. On a fait des investissements pendant des années, des investissements pour augmenter la sécurité. Il y a plus de 80 caméras dans ces 3 rues. Il y a des hommes policiers, 30 hommes policiers en uniforme mais aussi civils. Pour la toute grande majorité des gens, en tout cas, ça paraissait inimaginable. C'était quelque chose d'absolument inimaginable. Mais il s'est avéré que la surveillance était, après tant d'années, devenue une routine. Et personne ne pensait que ça pourrait arriver. Ben, c'est arrivé. L'impossible était devenu possible. Au moment où on découvre la salle des coffres éventrée, ce que tout le monde ignore, c'est que les voleurs de diamants, eux, sont sur la route depuis plusieurs heures déjà, direction l'Italie. Qui sont-ils? Comment ont-ils pu réussir un tel casse dans cet endroit réputé inviolable? L'enquête ne fait que commencer. Cela fait 2 heures que le casse a été découvert. Et l'enquête s'annonce très difficile. Car il n'y a pas eu d'effraction, pas d'alarme déclenchée, pas de témoins, pas même d'images de vidéosurveillance. Personne ne s'est aperçu de rien. Il faut dire que le quartier est quasiment vide tout le week-end. Dans le bâtiment, il n'y avait pas d'effraction. Le système de sécurité de la salle des coffres n'était pas endommagé non plus. Au contraire, il fonctionnait encore. Tout ce que les enquêteurs ont à leur disposition, c'est cette salle des coffres dévastée. Alors c'est là-dessus qu'ils vont tout miser. On approche cette scène
de la même façon qu'on approche une scène de meurtre. Donc on doit sécuriser la zone immédiatement pour relever les indices, comme des empreintes digitales ou de l'ADN. Quand on trouve des pieds de biche, du fil métallique, on sait que cela n'a rien à faire dans une salle des coffres. Alors on en déduit que ça appartient aux cambrioleurs. Et on peut espérer qu'en les analysant, on trouvera des indices. L'enquête de police a à peine débuté que les enquêteurs vont bénéficier d'un coup de chance inespéré qui va permettre à l'enquête de faire un bond considérable. On a eu une sacrée chance. Ce qui est certain, c'est que sans cette découverte, la police n'aurait eu aucun indice. Et cette histoire serait probablement restée un énorme mystère. Nous voici à une trentaine de kilomètres du Diamond Center, en direction de Bruxelles. Comme tous les matins, Auguste Van Camp fait le tour de ces terres situées juste au bord de l'autoroute. Bien loin du monde feutré du diamant, la passion de Monsieur Van Camp, c'est la chasse. Et s'il y a bien quelque chose qu'il déteste, c'est trouver des détritus dans son bois. Ça arrive de temps en temps qu'on balance un sac d'ordures depuis l'autoroute. Du coup, je fais régulièrement une ronde de contrôle. Et ce lundi matin, ce ne sont pas des ordures comme les autres que Monsieur Van Camp va découvrir sur son domaine de chasse. Là, j'ai vu de loin des sacs poubelles là, derrière les buissons. Quand j'en ai ouvert un, dedans, j'ai trouvé un fil de fer. Et puis, des billets de banque déchirés. Nom de Dieu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a tout de suite constaté que ce qui était dans le sac n'était pas normal. Il a appelé la police et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait résoudre le plus gros casse de l'histoire. Au même moment, au Diamond Center, la police est toujours en plein travail afin de relever d'éventuelles empreintes et traces d'ADN. On était en train de travailler dans la salle des coffres depuis seulement quelques heures quand on a déjà eu un premier message qui disait que des indices avaient été trouvés dans un bois. Et puis on a fouillé dans ces poubelles, on les a analysées. Et après coup, on a vraiment réalisé que c'était une caverne d'Ali Baba. On y a retrouvé du scotch qu'on a également trouvé dans la salle des coffres, des petites émeraudes, des enveloppes déchirées avec de l'argent et des enveloppes à diamants qui portaient le nom du Diamond Center. Monsieur Van Camp a en effet mis la main sur une mine d'or pour les enquêteurs. Dans ces sacs poubelles, tout ou presque sera utile à l'enquête, des restes de nourriture au matériel directement relié aux casses. Mais il y a surtout 4 indices qui mèneront directement aux malfaiteurs. Tout d'abord, un document déchiré qui, une fois reconstitué, révèle un nom, celui d'une société, Damoros Preziosi. Juste en dessous, il y a une adresse, 911 Skupstraat, soit l'adresse justement du Diamond Center. Dans un premier temps, les enquêteurs se disent qu'il doit s'agir d'un document volé lors du casse. C'est d'abord ce qu'on a cru jusqu'à ce qu'on découvre que la compagnie en question avait bien un coffre dans la chambre forte, mais que le coffre en question n'avait pas été ouvert par les cambrioleurs. Donc, on s'est dit tout de suite que le directeur de cette société était probablement impliqué. Par l'intermédiaire de Damoros Preziosi, on a su très vite qu'on parlait de son gérant, Leonardo Notarbartolo. Apparemment, il avait un bureau et un coffre dans le Diamond Center.
Il semble que ce soit un Italien qui louait ce bureau depuis quelques années déjà. On a constaté très vite que ce n'était pas un diamantaire ou un joaillier ordinaire. Et quand on a demandé à nos collègues italiens de nous en dire plus sur son passé, ils ont été immédiatement en mesure de nous dire qu'il avait un passé criminel. Notar Bartolo avait été signalé dans le cadre d'un trafic de drogue. Il a été arrêté en Italie et il avait aussi commis quelques vols de voitures. Mais dans le dossier de Notar Bartolo, il y a surtout une condamnation qui va intéresser de très près les enquêteurs belges. Il avait effectivement été condamné une fois il y a longtemps en Italie pour un vol de diamants. Premier indice, premier suspect sérieux, Leonardo Notar Bartolo. Deuxième indice capital retrouvé dans les poubelles, une carte de visite déchirée, celle d'un certain Elio Donorio. Ça nous a permis d'avancer. Donorio était également connu en Italie comme un spécialiste en électronique. Monsieur Donorio était en fait spécialisé dans les systèmes de sécurité. Deuxième indice, deuxième suspect, Elio Donorio. Toujours dans les poubelles, il y a aussi ce ticket de caisse, daté de la veille du casse. Il provient d'une grande surface de bricolage, de l'enseigne Brico, dans la banlieue d'Anvers. La police prend contact avec le responsable du magasin Brico. Et l'un des employés se souvient effectivement de deux personnes qui s'étaient renseignées sur un appareil à souder. En effet, la semaine avant, il y avait deux hommes qui sont venus acheter vers 17h30 du matériel. Ils avaient acheté entre autres du scotch, des pieds de biche, enfin, pas mal de matériel. Ils ont posé des questions aussi, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'était bizarre, oui. C'était probablement du matériel dont ils avaient encore besoin pour le casse. Malheureusement, dans ce Brico, il n'y avait pas de vidéosurveillance, donc pas d'image. Mais heureusement, un des employés du Brico a été capable de dresser un portrait robot. Et quand on a comparé ce portrait robot avec la photo d'Elio Donorio, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie ressemblance. L'étau semble donc se resserrer autour d'un petit groupe d'Italiens connus des services de police. Un dernier indice retrouvé dans les poubelles va mener à un troisième homme. Il s'agit de cet autre ticket de caisse. Celui d'un supermarché de l'enseigne Deleuze, dans lequel les malfaiteurs ont fait des provisions, quelques jours avant le casse. Et quand on a vérifié la date et l'heure où ces choses ont été achetées dans ce supermarché, on a pu retrouver les cassettes enregistrées par les caméras de surveillance. Et là, sur ces cassettes, on a vu apparaître un visage. Et quand on a demandé à la police italienne de l'identifier, ils ont été en mesure de nous dire qu'il s'agissait de Finotto. Ferdinando Finotto n'en serait pas à son coup d'essai, parce qu'il est déjà suspecté d'avoir essayé à Anvers, quelques années auparavant, de faire un casse dans la filiale de la banque KBC. Mais le casse avait échoué. Finotto, un troisième suspect, lui aussi connu des services de la police italienne. Grâce aux indices relevés dans les poubelles, les enquêteurs belges ont donc déjà identifié 3 hommes qui apparemment se connaissent. Des analyses de réseaux de téléphones portables révéleront un 4e nom, Pietro Tavano, un ancien carrossier, spécialiste en mécanique et sans surprise, déjà condamné en Italie. Comme les 3 autres, il ferait partie d'un groupe de malfaiteurs baptisé l'École de Turin.
On peut les appeler une organisation criminelle ou un gang, mais en fait, c'est plutôt un groupe d'amis. Ce sont des bijoutiers, ce sont des serruriers, des spécialistes en informatique. Ce sont des gens avec une formation qui ont étudié et mettent leurs connaissances en commun pour réussir des coups. Ces gentlemen cambrioleurs sont déjà soupçonnés par la police italienne d'avoir commis plusieurs vols, et à chaque fois sans violence, sans effraction. Ce sont des personnes qui ont des connaissances. On peut parler d'intelligence. Ils ont surtout les compétences pour neutraliser des systèmes de sécurité. Mais ces gens sont spécialisés dans les casses difficiles et spectaculaires. Ils sont spécialisés dans les bijoux, les diamants. Ils font donc des casses que tout le monde pensait totalement impossible à réussir. En quelques jours, les enquêteurs ont donc déjà 4 suspects. Ils soupçonnent Notarbartolo d'être le cerveau du groupe et ils vont bientôt découvrir, stupéfaits, qu'il préparait son coup depuis plus de 2 ans. Tout commence à la fin de l'année 2000. Notarbartolo, modeste bijoutier italien, membre de l'école de Turin, au casier judiciaire chargé, décide d'aller s'installer à Anvers. Sa cible, le Diamond Center, l'immeuble qui possède sans doute la salle des coffres la plus fournie du quartier des Diamantaires. Sa tactique, l'infiltration. Son but, c'était d'entrer dans le bâtiment, avec la technique du cheval de Troie. Voici comment Notarbartolo va parvenir à s'infiltrer dans le Diamond Center en toute légalité. D'abord, il va réussir à louer un bureau dans l'immeuble. Pour cela, il prend rendez-vous avec la gérante des lieux. Il s'est présenté comme un bijoutier, ce qu'il était. Il avait une bijouterie à Turin. Il se présente comme un commerçant respectable et il a même présenté un joli dépliant. Il s'est vraiment fait passer pour une personne en qui on pouvait avoir confiance. Et si la gérante ne se doute de rien, c'est que Monsieur Notarbartolo a l'air d'un homme sympathique et particulièrement avenant. Il ressemble à un Italien normal, bien habillé, élégant, bel homme, plutôt quelqu'un sur qui on se retourne. L'administration du bâtiment a loué à quelqu'un d'inconnu parce qu'il se prétendait être du métier sans qu'ils aient fait le moindre contrôle. Ça semble un peu bizarre, mais bon... L'industrie du diamant n'a pas le pouvoir de vérifier le passé judiciaire de quelqu'un. Tout ce qu'ils auraient pu faire, c'est vérifier en Belgique, mais pas en Italie. Or, en Belgique, il n'a jamais été condamné. Pire encore, on va aussi accorder à Notarbartolo un coffre au 2e sous-sol, ainsi qu'une place de parking, soit un accès libre au bâtiment tout entier. Il a loué un bureau dans ce bâtiment, en plein centre du quartier des Diamantaires, tout simplement pour faire du business de diamants et de bijoux entre l'Italie et Anvers. Ça, c'est pour la version officielle. Mais le problème, c'est que les enquêteurs se rendent compte que sa société, Damoros Preciotti, n'est même pas inscrite au registre du commerce. Pendant 2 ans, Notarbartolo, d'ailleurs, ne va faire aucune transaction, aucun négoce. Mais ça, personne ne le vérifie. Il a le droit de louer un bureau. Il n'y a pas de contrôle derrière pour savoir si réellement il fait du business ou non. En tout cas, il n'en fait pas. Mais il est dans les lieux. Pendant plus de 2 ans, Leonardo Notarbartolo vient très régulièrement, chaque mois, mais en toute discrétion. Je n'ai jamais vu ni croisé. Je ne sais pas de quoi il a l'air.
Je ne voyais pas du tout qui c'était. Entre collègues, on s'est demandé, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu l'as vu? Non, personne ne l'a vu, personne ne le connaissait, il travaillait avec personne, mais la fait c'est qu'il existait ici et qu'il avait un bureau. Si personne ne le voit, en revanche, lui voit tout. S'il est là, c'est pour repérer. Rien ne lui échappe. Je pense que s'il venait ici, c'était surtout pour faire de la surveillance et durant de très nombreux mois, il a pu voir les habitudes des uns et des autres ici. Il avait le temps de regarder tout ce qui se passait dans le quartier, où étaient les caméras dans l'immeuble. Sa seule raison d'être dans cet immeuble, c'est de trouver comment forcer le système de sécurité. Notar Barthelot est un professionnel. Il va même jusqu'à découper sa sacoche pour y cacher une petite caméra. En fait, il filmait le couloir et la salle des coffres, l'ascenseur, tout ce qu'il y avait dans le bâtiment, pour avoir une idée très précise de cet endroit, voir où tout était placé. Pendant ces 2 années de repérage, et sans que personne ne s'en rende compte, Leonardo Notar Barthelot va dresser un inventaire précis de tous les systèmes de sécurité du quartier et du bâtiment qu'il devra bientôt déjouer. Sa première difficulté, c'est l'entrée du Diamond Center. Il remarque qu'elle est située juste à côté du poste de police qui garde l'entrée du quartier. À l'entrée de la Scoopstraat, il y a un poste de police. Et là se tiennent en permanence 2 agents, 24 heures sur 24. Et c'est à peine à 30 mètres de l'entrée principale du Diamond Center. Ce poste de police active ces plots qui permettent de réglementer l'accès des voitures au quartier. On ne peut pas rentrer avec sa voiture sans badge ou sans que la police ne sache qui on est. Tous les courtiers, les grossistes qui viennent dans ce quartier sont en fait archi-surveillés de l'extérieur, dans les rues. À l'intérieur des immeubles aussi, la sécurité est maximum. Pour rentrer au Diamond Center, il faut un badge électronique en bonne et due forme. Et un système de vidéosurveillance enregistre chaque allée et venue. Au Diamond Center, il y a des sas d'entrée où il y a un concierge et un portier en permanence. Il y a une dizaine de personnes en service qui assurent la sécurité. Il y a des caméras partout, on est photographié du matin au soir. Quant à la chambre forte, située au 2e sous-sol, ce sont les gardiens qui, en semaine, ouvrent la porte aux diamantaires qui possèdent un coffre. Le week-end, en revanche, l'accès y est formellement interdit. La salle des coffres-forts était fermée du vendredi soir, 19h, jusqu'au lundi matin, 7h. Pendant ces 2 jours, le système de sécurité paraît particulièrement inviolable. Ainsi, à supposer qu'on parvienne à atteindre le petit hall devant la salle des coffres, on se retrouve nez à nez avec une porte blindée de 61 cm d'épaisseur. C'est une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec une clé spéciale, qui se compose de 2 parties. Un simple passe-partout ne suffit pas, et on ne peut pas la contrefaire. D'autre part, pour ouvrir cette porte, il faut aussi un code connu uniquement des gardiens. Et de toute façon, le week-end, des détecteurs de toutes sortes empêchent quiconque d'approcher. Il y a un détecteur de mouvement, un détecteur de chaleur et un détecteur de lumière. Cela veut dire que si on allume la lumière, il y a une alarme qui se déclenche. Et de la même manière si on se déplace, et ainsi de suite. Et puis il y a une dernière alarme imparable qui se trouve sur la porte elle-même. Cette alarme-là est activée par des serrures magnétiques. Dès que la porte s'ouvre, le contact est interrompu et l'alarme se déclenche. Enfin, derrière la porte, il y a une grille qu'il faut ouvrir avec une clé. C'est alors seulement que l'on pénètre dans le Saint des Saints, 189 coffres remplis de diamants, eux-mêmes protégés par des serrures et des codes. Autant dire que le butin paraît inaccessible,
D'autant que le week-end, toutes les issues du Diamond Center sont bloquées. Mais il en faut plus pour décourager Leonardo Notarbartolo. Pendant ces 2 ans, il a observé et appris tant de choses dans ce quartier et dans cet immeuble qu'il a surtout appris qu'il ne pourrait pas tout faire tout seul, qu'il y avait des spécialités qu'il ne maîtrisait pas. C'est pour ça qu'il a composé un groupe où chacun dans son domaine pouvait apporter ses compétences pour réussir le casse. Notarbartolo fait donc appel à de vieilles connaissances pour constituer une équipe à la hauteur de l'objectif. Donorio, Finotto, Tavano et quelques autres spécialistes encore le rejoignent à Anvers la semaine qui précède le jour J. Et voici maintenant comment ces hommes vont déjouer tous les systèmes de sécurité du Diamond Center et réaliser ainsi le casse du siècle. Le gang a fixé la date du casse au samedi 15 février 2003. Et c'est un choix qui n'a pas été fait par hasard. Comme chaque année ce jour-là, la ville d'Anvers a les yeux tournés vers le rendez-vous sportif de l'année. L'événement sportif du jour, ce sera la demi-finale au tournoi de tennis d'Anvers, un match qui opposera Justine Henin à Kim Clijsters. Ce n'était pas un week-end comme les autres. C'était les Diamond Games, un fameux tournoi de tennis féminin à Anvers. Tout le monde a regardé les Diamond Games. Donc, il n'y avait personne dans le quartier. Le quartier des Diamantaires, d'habitude déjà très calme le week-end, est donc ce samedi-là carrément désert. Les policiers sont bien à leur poste à l'entrée de la rue, mais à l'intérieur du Diamond Center, il n'y a personne. Il n'y a aucun surveillant dans le Diamond Center du vendredi soir au lundi matin 7h. Pendant le week-end, on faisait confiance aux détecteurs et aux alarmes. Il n'y avait personne pour regarder les moniteurs de contrôle dans le poste de commande. Donc les images étaient bien enregistrées, mais personne ne pouvait réagir s'il y avait quelque chose de suspect sur ces images. C'est dans la soirée de samedi que Notarbartolo et ses complices ont choisi de pénétrer dans le bâtiment. Et pour ne pas risquer d'être vus par les policiers en faction, ils ont repéré une entrée beaucoup moins exposée que l'entrée principale. La voici. C'est celle du parking. Le système de sécurité peut être très bon, mais s'il y a un maillon faible, il est évident que les malfaiteurs vont se concentrer sur ce maillon faible. Et là, en l'occurrence, c'était le parking. Le week-end, le parking est pourtant protégé par un volet électrique en fer, mais les cambrioleurs ont bien préparé leur coup. Quelques jours plus tôt, un des complices est rentré dans le Diamond Center grâce au badge de Notarbartolo. Et une fois dans le parking, il a trafiqué le système d'ouverture du volet. Il s'est laissé enfermer une nuit pour étudier et examiner les fréquences de l'ouverture de la porte et fabriquer lui-même une sorte de télécommande qui pouvait ouvrir le garage à distance de l'extérieur. Il est environ 22 heures. Dehors, Tavano fait des rondes dans le quartier. À quelques rues de là, Finotto écoute les fréquences de la police. Grâce à la télécommande trafiquée, Notarbartolo et 3 autres complices pénètrent dans le bâtiment. Ils se rapprochent maintenant de la salle des coffres. Une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment, on peut bouger plus ou moins librement dans les couloirs. Et ce, même jusqu'à la porte de la salle des coffres. Là, devant la porte de la salle des coffres, l'équipe de Notarbartolo se retrouve face à toutes les alarmes. Seulement, ils n'ont rien laissé au hasard. La veille du casse, Notarbartolo avait en pleine journée profité d'une visite à son propre coffre
pour désactiver 2 systèmes d'alarme. Il a neutralisé le détecteur de chaleur en mettant de la vaseline. C'est un baume refroidissant qui fait que la température reste inchangée et que le détecteur ne se déclenche pas. Le détecteur de lumière, lui, était scotché, donc il ne pouvait pas se déclencher non plus. Quant au détecteur de mouvement, c'est maintenant qu'ils vont le neutraliser, à l'aide d'une simple boîte en polystyrène coincée par un manche télescopique. Ce sont des choses très simples en effet. Encore faut-il le savoir. Moi, je n'aurais jamais su qu'il fallait mettre une boîte en polystyrène, par exemple. Mais eux le savaient. Tous les détecteurs sont désormais neutralisés. Il faut maintenant s'attaquer à la porte. Première étape, l'alarme magnétique. Les malfaiteurs vont aimanter ensemble les 2 plaques, puis les dévisser. Ainsi, les plaques restent solidaires, même si on ouvre la porte. L'alarme ne se déclenchera pas. Puis, pour ouvrir cette porte blindée, rappelez-vous, il faut encore une clé et un code. Pour la clé, Notar Bartolo et ses complices n'auront pas à aller chercher bien loin. La clé était cachée dans un petit local à côté. Et ça, Notar Bartolo l'avait découvert pendant ses préparatifs. Ils n'auront aucun mal à forcer la petite boîte en métal qui cache la clé. Mais cela ne suffit pas. Ils ont besoin également du code. Et pour cela, Notar Bartolo a joué une carte incroyable quelques jours auparavant. Notar Bartolo a posé une petite caméra au-dessus de la porte. Et c'est comme ça qu'il a pu enregistrer le code. La porte ouverte, les cambrioleurs forcent la grille à l'aide d'un pied de biche. Ils l'ont acheté, rappelez-vous, quelques jours plus tôt au magasin Brico. Ils peuvent maintenant s'attaquer aux 189 coffres. Des coffres dont Notar Bartolo a pu observer le mécanisme à sa guise pendant des mois. Il a pris des photos de son propre coffre et puis il les a envoyées à ses amis en Italie. Comme ça, ils ont pu étudier comment il fonctionnait. Et puis ils ont fabriqué un outil spécial pour forcer les serrures de ces coffres. Un outil dont les enquêteurs retrouveront certains morceaux dans la salle des coffres et d'autres dans les poubelles. Ils pourront le reconstituer et voici à quoi il ressemble. Selon des experts, ça prenait à peine 1 minute par coffre. Il suffisait de mettre dans la serrure l'outil spécial fabriqué sur mesure, de tourner comme une sorte de tire-bouchon et de forcer la porte. Un à un, les malfaiteurs vont vider les coffres et trier ce qu'ils vont emporter. Ce qui a le plus de valeur, bien sûr, mais aussi ce qui est le plus facilement revendable. Des gars qui font un casse pareil, quand ils se rendent compte qu'il y a des parures, ils pensent automatiquement que ces parures, il y a des photos de ces parures, ou bien ces parures sont connues, etc. Donc on a vu traîner des parures, et non seulement les parures traînaient, mais elles étaient piétinées. On estime qu'ils sont restés environ 5 heures dans la salle des coffres avant de partir. On pense qu'ils ont dû s'arrêter et quitter la pièce, non pas parce qu'ils avaient peur d'être pris, mais parce qu'ils étaient déjà trop chargés et ils ne pouvaient pas porter davantage de butin. Pour eux, c'était la caverne d'Ali Baba. Et ils ont trouvé là beaucoup plus qu'ils n'avaient imaginé, même dans leurs rêves les plus fous. Avant de quitter les lieux, les voleurs pensent à tout et n'oublient pas un dernier détail d'importance. Tout ce qu'ils ont fait a été filmé,
Mais pendant leur préparation, ils avaient repéré où étaient toutes les cassettes enregistrées dans le local du portier. Et les bandits sont repartis avec le butin et en emportant toutes les cassettes de vidéosurveillance qui avaient filmé le casse. Les 4 hommes sortent du Diamond Center par où ils sont rentrés, c'est-à-dire le parking. Ils s'engouffrent dans la voiture de Finotto venue les attendre. Cela paraît inimaginable, mais l'opération est réussie sans qu'aucune alarme ne soit déclenchée et à l'insu des policiers qui se tiennent à 50 mètres à peine. Ils sont partis chez Notar Bartolo, partager le butin. Ils ont ouvert toutes les petites enveloppes. Ils ont réuni tous les diamants sur une table. Ils ont fait des tas et ils ont partagé. Ils ont mis dans des sacs poubelles tout ce qui était compromettant chez Notar Bartolo. Et ils sont partis. Au petit matin le dimanche, les malfaiteurs quittent tous Anvers séparément. Direction le sud, l'Italie. Ils viennent de réussir le plus gros casse de tous les temps, le casse parfait. Et pourtant, c'est maintenant qu'ils vont commettre des erreurs. Tout d'abord, c'est sur ce chemin que l'un d'entre eux va se débarrasser des fameux sacs poubelles. Tout le monde commet des erreurs. Peut-être que notre sécurité n'était pas en ordre ce temps-là, que le Diamond Center a commis des fautes, je ne sais pas, mais heureusement pour nous, les voleurs aussi ont commis des fautes. C'était presque parfait, jusqu'à ce qu'ils jettent leurs déchets dans le bois, ce qui est incompréhensible. La seconde erreur sera commise quelques jours plus tard. Le vendredi, suivant le casse, Leonardo Notar Bartolo décide en effet de revenir à Anvers. Et chose incroyable, il retourne sur les lieux du crime. On ne s'attendait vraiment pas à ce que Notar Bartolo revienne dans la même semaine. On commence l'enquête le lundi et le vendredi, il revient sur les lieux des faits. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Mais il faut dire que Leonardo Notar Bartolo ne sait pas qu'il est recherché. La police est restée très discrète sur son enquête. Et puis, s'il revient sur les lieux, c'est qu'il ne veut surtout pas que son absence attire les soupçons. De toute façon, il devait revenir au Diamond Center. Parce que grâce aux informations données par les badges d'entrée, on allait bien finir par se poser des questions sur les locataires qui n'étaient pas encore revenus depuis le casse. Ce vendredi en fin d'après-midi au Diamond Center, Leonardo Notar Bartolo fait même du zèle. Il va s'inquiéter du vol auprès de la gérante de l'immeuble. 5 jours après le casse, Notar Bartolo s'est repointé au Diamond Center en demandant, il a eu le culot de demander si son propre coffre avait été fracturé. La gérante reconnaît le suspect numéro 1, mais n'en laisse rien paraître. Elle prévient la police. Les enquêteurs, évidemment, vont aussi le reconnaître, mais ils ne l'arrêtent pas immédiatement. Car ils vont lui tendre un piège. 5 jours après le casse, Notar Bartolo s'est repointé au Diamond Center en demandant, il a eu le culot de demander si son propre coffre avait été fracturé. La gérante reconnaît le suspect numéro 1, mais n'en laisse rien paraître. Elle prévient la police. Les enquêteurs, évidemment, vont aussi le reconnaître, mais ils ne l'arrêtent pas immédiatement. Car ils vont lui tendre un piège. Pour nous, c'était vraiment important de savoir ce qu'il venait faire à Anvers. On savait juste qu'il avait un bureau au Diamond Center. On imaginait qu'il louait un appartement, mais on ne savait pas où, et on cherchait à le savoir. Alors, dans un premier temps, on ne l'a pas traité comme un suspect, mais comme une victime du casse. Et on lui a demandé où il habitait. Une fois seulement que Notar Bartolo a livré l'adresse où il habite, les policiers l'arrêtent. Avec lui, ils se rendent à l'appartement. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise.
Au moment où les collègues arrivent à l'appartement avec Notar Bartolo, des gens sont en train de vider les lieux. En effet, la femme de Notar Bartolo ainsi qu'un couple d'amis sont en train de déménager l'appartement. Et notamment un tapis. Pas n'importe quel tapis. Et les policiers ont même retrouvé le tapis qui était sous la table sur laquelle visiblement ils avaient partagé, rangé les diamants, comportait encore des petites pierres et des petits diamants dessus et des poussières de diamants. Mais aussi une petite émeraude, identique à celle retrouvée dans les poubelles du bois près de l'autoroute. Et ce n'est pas tout. Dans l'appartement, les policiers vont découvrir bien d'autres indices encore. Dans l'appartement, on trouve aussi des bouteilles d'eau, du pain, un certain nombre de produits qui étaient aussi dans les sacs poubelles qu'on avait retrouvés dans le bois. Il y avait entre autres un sandwich au salami à moitié mangé dans l'appartement. Et l'autre moitié, on l'avait déjà retrouvé dans les sacs poubelles du bois. On retrouve ainsi des similitudes entre les indices laissés dans l'appartement, dans les poubelles et dans la salle des coffres. Pour les enquêteurs, le triangle est complet. Notar Bartolo ainsi que sa femme et ses deux amis sont arrêtés et mis en examen. Mais le cerveau présumé ne va pas s'avérer très coopératif. Cette même nuit, Notar Bartolo a été interrogé. Il était très calme, très gentil, mais à partir de ce moment-là, en tant que suspect, il a décidé de garder le silence. Il m'a affirmé qu'il n'était pas impliqué. Notar Bartolo est derrière les barreaux moins d'une semaine après le casse. En revanche, ses complices, identifiés par la police grâce aux poubelles, sont eux toujours dans la nature. Quant aux diamants, ils ont bel et bien disparu, même si un instant la police a cru retrouver leurs traces. Après l'arrestation de Notar Bartolo, les enquêteurs belges envoient leurs collègues italiens perquisitionner le domicile turinois du suspect numéro 1. Et dans le coffre de la maison, ils vont découvrir des diamants accompagnés de leur certificat. Pas de doute, ils proviennent du casse. Quelques diamants ont été retrouvés chez lui, en fait dans sa maison à Trana, à côté de Turin. 17 diamants. Mais 17 diamants, c'est rien par rapport à l'ensemble de l'intégralité du butin. Bien sûr, si vous comparez ça au montant total du butin, c'est une partie infime. C'est presque rien du tout par rapport à ce qui a été volé, qui était absolument gigantesque. Même si la découverte est anecdotique, cela constitue une preuve de plus contre Notar Bartolo. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, les carabinieri prennent les diamants en photo mais ne les confisquent pas. Le temps que la police belge se déplace à son tour, évidemment, les diamants ont disparu. Ils ont tout simplement disparu. Est-ce que c'est une blague belge ou une blague italienne? J'en sais rien. En tout cas, la police italienne n'a pas été très coopérative. C'est ce que tout le monde dit ici à Anvers. Ils n'ont pas vraiment coopéré. Les diamants ont disparu, les complices aussi. Notar Bartolo est bien la seule piste que les enquêteurs belges ont réussi à remonter jusqu'au bout. Alors certains se posent une question. N'aurait-il pas tout simplement cherché à se faire arrêter, histoire de ralentir l'enquête? Pour moi, Notar Bartolo a tiré la courte paille. Il a été désigné pour partir au front, tout préparer, se faire remarquer, laisser des traces et aller en prison. La prochaine fois, ce sera un autre. C'est comme ça que ça marche dans ce genre de groupe. Je pense que ce monsieur-là n'était qu'un lampiste dans le système, en tout cas. Cerveau ou lampiste. En attendant, le seul du gang à comparaître devant la justice, c'est Leonardo Notar Bartolo.
2 ans après le casse, Leonardo Notarbartolo est présenté devant la justice belge. Sa femme et son couple d'amis arrêtés en même temps que lui sont acquittés, faute de preuves. Quant à Donorio, Finotto et Tavano, qui n'ont toujours pas été retrouvés, ils sont jugés par contumace. Notarbartolo, lui, n'a pas changé sa ligne de défense. Il était calme. Il n'était pas très expressif. Il ressemblait à un gentleman. Petites lunettes, cheveux courts. Il présentait bien. Il ne ressemblait pas au criminel qu'on voit par ici d'habitude. Tout s'est déroulé très calmement. C'était un homme très tranquille pendant tout le procès. Pendant le procès, Notarbartolo n'a rien dit. Il a dit que ce n'était pas lui, mais n'a rien dit d'autre. Mais même sans aveu, les preuves contre Notarbartolo et ses 3 complices en cavale sont suffisamment nombreuses. Quand on est allé au tribunal, il y avait tellement d'éléments à charge contre Notarbartolo, Finotto, Tavano et Donorio qu'il n'y avait absolument aucun doute sur le fait qu'ils étaient les auteurs du casse. Le tribunal a confirmé et les a condamnés. Notarbartolo et ses 3 complices sont en effet jugés coupables. Pour Notarbartolo, c'est la peine maximale, 10 ans et une amende de 2 millions d'euros. 10 ans, c'était la peine maximale. Normalement, c'est 5 ans maximum pour un vol, mais en tant que chef d'une organisation criminelle, c'est 10 ans. Même si beaucoup pensent que 10 ans, c'est pas assez. Les autres, sauf ceux qui ont été acquittés, ont pris 5 ans et une amende de 5 000 euros. On est vraiment parti de l'idée que le cerveau de l'organisation était Leonardo Notarbartolo. Aujourd'hui, Leonardo Notarbartolo est toujours emprisonné en Belgique. Ces 3 complices condamnés n'ont jamais été extradés par leur pays. Ils sont aujourd'hui toujours en liberté et il ne fait pas mystère que les autorités italiennes ne mettent rien en œuvre pour les arrêter. À part les 17 diamants photographiés au domicile de Notarbartolo juste après son arrestation, aucune autre pierre n'a jamais été retrouvée et il paraît clair qu'elles ont disparu à jamais. Où est la marchandise? Personne n'en sait quoi que ce soit. Elle a certainement été vendue rapidement. Vous savez, un diamant se revend très vite. Chaque diamant, évidemment, est unique, mais il suffit d'une petite retaille. Si vous changez une pierre si une pierre pèse 5 carats 10 et que vous la donnez à un lapidaire, il va vous en faire une 5 carats 3, c'est plus la même pierre. Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des gens qui savent quoi faire avec. Ils ont vendu ça quelque part dans le monde. Vous savez, le monde est grand. Aujourd'hui, près de 4 ans après le casse du siècle, les assurances ont dédommagé en partie les locataires du Diamond Center. Des diamantaires qui, pour la plupart, ont changé leurs habitudes. Nous ne coffrons plus en bas. Tout est ici au bureau, sous caméra, sous coffre, avec alarme. On n'avait plus confiance après ça. Plus personne ne descend. Mais vraiment, plus personne ne descend. Et il y a des coffres-forts qui sont tout à fait utilisables en bas, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne descendent plus là en bas, en fait. Depuis cette affaire, la sécurité du quartier des Diamantaires a été largement renforcée. Ce qui n'a pas empêché pourtant, il y a quelques mois, un homme de dévaliser seul, sans effraction, les coffres de cette banque. Elle est située à quelques mètres à peine du Diamond Center.
Voilà pour ce document signé Magali Frère, Guillaume Borelli et Emmanuel Lejeune, de quoi laisser penser que tout système de sécurité a son point faible. La semaine prochaine, nous irons dans les marais de Salperwick, c'est dans le nord de la France, à la recherche du meurtrier de Charles Hinckley. Extrait. À suivre, Estelle Denis, 100% foot. Bonne soirée sur M6 et à dimanche.